Hey, salut les dessineux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec un sujet dont j'avais déjà parlé certainement il y a maintenant 2 ans, c'est des vieux dossiers, mais qui revient souvent. Et c'est vrai que sur la chaîne YouTube, il y a des gens qui vont sur la chaîne YouTube, qui croient que je suis un YouTuber, et qui vont jamais sur mon blog alors que tout est sur le blog. Et c'est assez drôle parce que je revois souvent toujours les mêmes choses, et même sur Google+, sur la communauté Google+, je revois souvent les mêmes choses, et même sur mon forum, je revois souvent les mêmes choses. Et encore, sur mon forum, ils sont un petit peu plus renseignés, la plupart des dessinateurs, parce qu'ils savent, je suis jamais très loin. Sur la communauté, c'est un petit peu plus, les gens viennent un petit peu de n'importe où, donc c'est vrai qu'on a parfois des surprises, mais ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, je voudrais renforcer quelques points sur la copie, ce que j'appelle la copie intelligente, et la copie bête et méchante. Et je vais essayer de parcourir un petit peu le sujet, parce que c'est un sujet qui me tient à cœur, et qui va vous tenir à cœur si je vous en parle. Donc déjà, on a tous commencé à imiter. Quand on a appris quand on était jeune, quand on était enfant, on a tous appris à imiter et on copiait les gens autour de nous. On a copié d'abord nos parents, on a copié nos frères et sœurs si on en a, on a copié des gens à l'école pour essayer d'apprendre. On a tous commencé comme ça, à apprendre en imitant. Donc ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Et ensuite, quand on essaie de grandir un petit peu, et c'est comme tout dessinateur, hein, quelle que soit de toute manière la compétence qu'on essaie de s'inculquer à soi-même, souvent on va commencer à imiter les autres. On a tous commencé comme ça, donc au moins on l'assume. Je l'assume, vous l'assumez, tout le monde l'assume, tout va bien. Maintenant, il y a un moment où on va essayer de grandir un petit peu. On va se dire, bon, là, j'aimerais me détacher un petit peu de ça, parce que copier les dessins, au début on copiait d'ailleurs les dessins Disney ou, je sais pas, Donald Duck ou le journal de Picsou ou autre. À un moment donné, on se dit, je veux passer à autre chose, j'aimerais créer mes propres personnages, créer mes propres histoires et tout. Et il y en a certains qui sont arrêtés là en fait. À l'âge adulte, ils se sont dit, mais ils ont essayé de dessiner d'imagination, ils ont vu qu'ils dessinaient comme des enfants de 10 ans, et ils n'ont pas compris pourquoi, ils se sont dit, peut-être ils sont partis du principe que les autres y arrivent mieux qu'eux, et aussi, il y a eu la peur du jugement, on a peur d'être jugé par les autres, donc ça c'est la pression sociale, c'est comme ça, on a tous vécu ça à un moment donné, on vit ça tous les jours de toute manière, pour quelles que soient les conditions, au travail, à la maison, etc., dans la famille. Et on a tendance à toujours vouloir cacher ses dessins tout pourris. On se dit, ah mais non, mais là j'ai vu, je dessine comme un enfant de 10 ans, j'ai pas envie de montrer ça aux autres, je vais continuer à faire de la copie. Faire de la copie pure et dure, c'est un petit peu comme essayer de courir alors qu'on n'a pas appris à marcher en fait. C'est bien le dessin d'observation, ça fait travailler des zones du cerveau qui ne travaillent pas forcément dans le dessin d'imagination, dans le dessin d'inspiration, etc. Alors il y en a certains qui utilisent la technique de la grille pour copier les dessins, pour copier des photos. La technique de la grille, moi je l'enseigne à mes élèves très débutants, je l'enseigne pour les encourager, c'est-à-dire que c'est la phase 0, c'est la phase où on va commencer à mettre un pied dans le dessin et montrer qu'on peut faire des choses réalistes. Et ça c'est génial, parce que ça encourage les débutants à aller au-delà. Mais malheureusement, il y en a qui se spécialisent là-dedans, à faire que ça, c'est-à-dire à ne pas sortir du cadre de la photo, et au final, la photo et le dessin, souvent les gens se demandent « Ah mais la photo ressemble vraiment au dessin là, ou le dessin ressemble vraiment à la photo, pas vraiment de différence ». À quelque part, c'est un peu dommage parce que tant qu'à faire, autant garder la photo, s'il n'y a pas de touche artistique. Et c'est ce que je dis souvent à mes élèves, la copie bête et méchante n'amène qu'à un point, c'est à la copie bête et méchante. En fait, vous vous bridez vous-même à faire ça. Et plus vous allez faire ça, plus vous allez avoir peur du jugement des autres, parce que plus on grandit, plus on est à l'âge adulte, et si quelqu'un nous demande un dessin d'imagination, tout de suite on va faire « Ah bah non, en fait, je vais faire ça dans... Et on va se cacher de la vue des autres, d'accord? Alors c'est vrai que le grand public, la première fois, les gens qui y connaissent rien voient ça, un débutant ou un amateur qui dessine avec la technique de la grille, ils se disent « Waouh, c'est super bien fait, c'est génial et tout », et ils pensent que c'est un super pouvoir, et ils pensent que l'artiste est au-dessus de la masse. Malheureusement, c'est pas du tout le cas. C'est absolument pas du tout le cas. Il y a des artistes bien meilleurs. D'ailleurs, c'est comme ça que je différencie les gens que j'appelle les artisans et les gens que j'appelle les artistes. Un artiste, c'est quelqu'un qui va amener quelque chose de plus que la photo. Donc on peut être un artiste et faire du photoréalisme, il n'y a aucun problème là-dessus, mais il faut rajouter sa patte, il faut rajouter à un moment donné son style, quelque chose de plus, quelque chose qui va attiser encore plus les émotions. Tandis que la copie bête et méchante, c'est on regarde la photo, on regarde le dessin, aucune différence. Donc il faut vraiment faire la différence entre ces artistes-là, que j'appelle les artisans, et les vrais artistes qui vont essayer d'amener plus dans les couleurs, d'amener plus dans les valeurs, d'amener plus dans le style, de regrouper certaines valeurs pour en faire quelque chose de meilleur, quelque chose en tout cas de personnel, selon la vision de l'auteur et selon l'émotion, selon le message qu'on veut transmettre à notre observateur.
Donc à un âge adulte, à partir de 19-20 ans, il va falloir se remettre un petit peu en question et de se dire, bon là, je vais recommencer depuis le début, je vais apprendre les bases, et c'est exactement ce que j'ai fait moi en 2005, j'ai ouvert mon premier livre sur la perspective et le monde a changé. En tout cas, mon monde à moi, ma perception des choses a changé. De 2005 à 2010, j'ai continué à apprendre la perspective. Bon, j'avais un autre boulot à côté, donc je n'avais pas beaucoup de temps pour le dessin. Et c'est en 2010 où j'ai commencé à arrêter toutes mes activités à côté pour me concentrer sur le dessin et pour me concentrer sur ma carrière d'illustrateur. Et c'est comme ça que j'ai découvert la perspective. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me passionner par la pédagogie, par les connaissances en dessin, en art, etc. Et ça m'a mené à créer ce blog. Donc pour sortir de ce mode de copie, je vais vous en reparler tout à l'heure, mais il faut déjà comprendre quelque chose. Il existe deux types de perception visuelle. La perception en 2D, donc en 2 dimensions, et la perception en 3D, en 3 dimensions. Souvent, ce que vont faire les dessinateurs, c'est qu'ils vont dessiner en 2 dimensions. C'est-à-dire que quand on observe, quand on commence à imiter, quand on commence à copier, on va regarder les choses en 2 dimensions. On se dit pas, là, il y a un axe Z. Là, on se dit pas qu'il y a un axe dans la profondeur. On se dit pas qu'il y a de la profondeur à un dessin. On voit tout de suite la chose en 2D. On commence à reconnaître des formes, mais pas tout à fait. En fait, souvent, on va se dire « Ah bah là, il y a des contours, je vais faire les contours. Ah bah là, il y a des petites bosses, je vais faire des petites bosses. » C'est tout ce qu'on se dit au départ. C'est rare les enfants qui se disent « Ah bah là, regarde, il y a un triangle, là, il y a un carré, et qui arrivent à synthétiser ça. » En général, on n'y arrive pas. Et encore moins des enfants qui arrivent et qui disent « Ah bah là, on peut faire un cube, et à partir de ce cube, on peut le trancher et faire quelque chose en 3 dimensions. » J'ai pas beaucoup vu d'enfants comme ça, et c'est pour ça que souvent les enfants commencent à dessiner des bonhommes patates, des maisons, bah vraiment la maison vue de face quoi, c'est même pas un point de perspective, c'est maison vue de face. Et on peut commencer à voir parfois des enfants de 4-5 ans qui commencent à travailler les formes en 3D, mais qui font ça dans une perspective isométrique. Mais encore une fois, c'est rare, c'est souvent des dessins à plat. Il existe des maladies qui empêchent de voir les choses en 3 dimensions. Donc ça existe, et il faut le savoir. Il y a par exemple l'apraxie constructive. Donc j'ai travaillé avec des patients quand j'étais un petit peu plus jeune, après avoir passé mon diplôme de kinésithérapeute, et j'ai travaillé avec des patients qui avaient eu des accidents vasculaires cérébraux et qui se retrouvaient avec des apraxies, et notamment l'apraxie constructive. Par exemple, quand je demandais aux patients de dessiner ce cube, je lui montrais le cube sur une feuille, en 3 dimensions, le dessin était complètement décousu, était complètement en 2 dimensions, et il n'arrivait pas à relier tout ça. Donc en fait, ça se traduisait vraiment par un déficit de remettre les objets en relation les uns aux autres. Donc par exemple ici, concernant un cube, en fait c'était la difficulté de ramener les choses en 3 dimensions et à joindre les segments en fait, les segments du cube. On peut reprendre cette apraxie constructive et on peut comparer ça avec un enfant, c'est-à-dire que l'enfant qui découvre tout ça, c'est un apprentissage en fait, d'accord? Ce n'est pas forcément inné, c'est un apprentissage, donc il va commencer à construire dans son cerveau les choses en 3 dimensions, et ça prend du temps. Et d'ailleurs, un patient qui a une apraxie pendant un certain temps, on va pouvoir la récupérer en essayant de travailler, en jouant sur ce qu'on appelle la plasticité cérébrale, et en essayant de recréer des chemins vers des routes neurologiques, des routes de neurones vers ce genre d'activité. Ce ne sera pas les mêmes parce que ce sera d'autres cellules qui vont être réactivées. En tout cas, je ne sais pas exactement comment ça se passe au niveau de la plasticité. Peut-être que les scientifiques ont fait, depuis 10 ans maintenant, ont fait des recherches et sont un petit peu plus au point là-dessus. En tout cas, moi, dans mes connaissances, là où j'étais resté, c'était que on savait qu'il y avait une certaine plasticité cérébrale, mais en tout cas, pour moi, c'est comme si on réapprenait quelque chose. C'est comme si on repartait à partir de zéro, et qu'on était un enfant, en fait, et qu'on réapprenait quelque chose. Parfois, on n'arrive pas à reprendre, mais parfois, on y arrive. Ça dépend vraiment de l'état du patient. En tout cas, c'est un apprentissage. Donc, vous, aujourd'hui, à l'âge adulte, peu importe l'âge que vous avez, ou peu importe si vous êtes même adolescent, vous pouvez commencer à apprendre ça. Même si vous avez 80 ans, vous pouvez commencer à apprendre ça. Ce qui va souvent empêcher les gens un petit peu plus vieux de commencer à apprendre, c'est de se dire « je suis trop vieux pour apprendre ». Voilà, ça c'est l'excuse qu'on se met souvent, je suis trop vieux pour apprendre. Moi, à 30 ans, je me suis pas dit, je suis trop vieux pour apprendre le dessin. À 30 ans, je me suis dit, let's go, de toute manière, qu'est-ce que j'ai à perdre? Rien, en fait. Le dessin, c'est quelque chose qui prend aux tripes. La plupart des gens sont visuels, ils voient une image, ils se disent, waouh, c'est... Peu importe le sujet, peu importe le thème, quand on voit une image en général, on est bien plus vite accroché que par autre chose. Mais en tout cas, la plupart des gens, en tout cas que je connais,
sont plutôt visuels. Et regardez sur Facebook, c'est pareil, quand les gens regardent une photo, ils se disent waouh, c'est trop cool, et il y a plein de likes. Par contre, si vous commencez à taper des phrases, la plupart des gens sur votre Facebook vont faire souvent ils vont pas prendre le temps, sauf s'ils vous connaissent bien, ils vont pas prendre le temps de le lire. Donc vous allez voir que dès que vous postez une photo, une belle photo par exemple, il y a beaucoup plus de monde qui vont liker. Et c'est pour ça, c'est Facebook et tout ce qui est d'internet, c'est tout visuel en fait. Quand on voit une écriture, on se dit ah bah non, il va falloir lire, et la plupart des gens sont fainéants, donc ils vont pas lire. Voilà, c'est dommage, mais c'est comme ça. Et c'est pareil pour le dessin, la plupart des gens sont fainéants, ils vont essayer d'adopter la technique de la grille, et essayer de s'améliorer là-dedans, et pourtant, à la fin du compte, ils seront toujours au même niveau, c'est-à-dire qu'ils auront passé plein de temps à toujours être au même niveau. C'est vraiment dommage, sans y apporter quoi que ce soit, sans aucune réflexion derrière, sans aucun but derrière. Moi j'ai rien contre ça, hein, si vous voulez passer du temps à faire ça, mais sachez que vous serez vite arrivé à un plateau. Là, si je prends par exemple un débutant, que je montre la technique de la grille, en l'espace de 4 semaines, je le fais aller de 0 à quelqu'un qui fait ça depuis 10 ans déjà. Et c'est une réalité, c'est pas plus difficile que ça en fait. Donc tous les artistes que vous voyez qui utilisent ce genre de technique sur des feuilles A4 ou A3, sincèrement, allez voir, c'est souvent des gens jeunes qui, parfois un petit peu plus vieux d'ailleurs, mais voilà, il n'y a pas d'intention derrière, c'est vraiment dommage. Donc pour sortir de ça, je vais essayer de vous indiquer 2-3 choses. Je sais qu'il va y avoir des haters qui vont me dire non, moi je suis très bien comme ça me rend heureux. Bah, tant mieux si ça vous rend heureux, si vous avez du plaisir à dessiner. Moi je veux dire, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais je parle aux gens comme moi qui essaient d'aller au-delà de ça, au-delà de la copie, et qui essaient d'aller dans le dessin d'inspiration, c'est-à-dire commencer à être, même en ayant des références à côté, mais commencer à être un petit peu plus stylisé, et aussi à dessiner d'imagination, parce que le but ultime de la plupart des dessinateurs, et qui aimeraient en tout cas, c'est de dessiner d'imagination, c'est de faire partir des histoires de leur tête et de les mettre sur le papier. Je veux dire, qu'est-ce qu'il y a de meilleur que ça ? Penser à quelque chose et le mettre sur le papier. Franchement, pour moi en tout cas, il n'y a pas grand chose, c'est dans le top 5 des choses les plus merveilleuses qui existent en tant qu'humain. Pour moi en tout cas, après pour vous je sais pas, pour moi oui. La deuxième maladie dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est l'aphantasia, et c'est une maladie en fait où on a du mal à faire des projections mentales. Donc si par exemple je vous demande essayez de voir un cube vert dans votre tête, et ben vous n'allez pas y arriver. Il y a des personnes comme ça, c'est très rare comme maladie, mais il y a des personnes comme ça qui ont du mal à projeter ça. Donc ça c'est une maladie qui va commencer très jeune et qui va persister à l'âge adulte. Et il n'y a pas vraiment de possibilité de dessiner d'imagination, ça va être très dur, voire impossible. Voilà, sachez que ça existe, mais c'est vraiment une toute petite minorité des gens, donc ce n'est certainement pas votre cas. Ce n'est certainement pas votre cas, mais ça peut l'être. Donc si vous avez du mal à vous projeter les formes dans la tête, ou projeter n'importe quoi dans la tête d'ailleurs, une couleur, même parfois une odeur, on peut s'entraîner à essayer de s'imaginer les odeurs, à s'imaginer des stimuli auditifs. Regardez ce que votre cerveau est capable de faire pendant qu'il rêve. Souvent on va avoir des ambiances colorées, on va avoir des formes. Donc je suis pas un spécialiste de neurologie, de neuroanatomie, mais en tout cas tout ce qui est de la projection mentale, ça va vous aider énormément pour le dessin d'imagination, et même ça va vous être indispensable pour ça. Donc maintenant la réponse que tout le monde attendait, c'est comment on se détache de la copie bête et méchante. Déjà, si vous avez compris la différence entre perception 2D, perception 3D, artisan et artiste, déjà vous êtes sur la bonne voie. Première chose à faire, c'est arrêter de vous comparer, arrêtez de vous faire juger par les autres, ou en tout cas, détachez-vous du jugement des autres. Mais quand vous êtes à la maison, et que vous voulez apprendre quelque chose d'intéressant, plutôt que de traîner sur les réseaux sociaux, vous allez vous dire, qu'est-ce que je suis capable de dessiner d'imagination ? Là, si je vous demandais de faire, par exemple, un bonhomme, aujourd'hui, à l'instant T, là, qu'est-ce que vous êtes capable de faire d'imagination ? Vous êtes capable de dessiner un personnage en 3 dimensions ? Alors, même un personnage simple. C'est-à-dire, la tête, c'est une sphère, le corps, ça va être, je sais pas, un parallélépipède rectangle, les bras aussi, ça va être 2 cylindres, et les jambes, 2 cylindres. Voilà. Est-ce que vous êtes capable de faire ça en 3 dimensions, déjà ? Bah, si vous êtes capable de faire ça, rassurez-vous tout de suite, si vous êtes capable de faire ça, vous êtes déjà au-dessus de 50%, 60% des gens. Parce que déjà, la moitié des gens ne feront jamais l'effort de faire ça, alors qu'ils savent peut-être le faire, et de 2, ça montre aussi que vous avez la perception visuelle en 3 dimensions et la projection mentale qui va avec. Donc ça, c'est super encourageant, et la plupart d'entre vous, de toute manière, l'auront. Donc il n'y a aucune question à se poser à ce sujet.
Ceux qui me répondent souvent « Ah mais j'ai vraiment du mal à passer, je préfère observer, je préfère dessiner d'observation, j'ai du mal à équilibrer ça, comment je peux passer à la vitesse supérieure ?» Ben c'est très simple en fait, c'est très simple. Quand vous dessinez 1 heure d'observation, essayez de dessiner 1 heure de mémoire, d'inspiration ou d'imagination. Essayez d'être un petit peu plus en accord niveau temps, parce que si vous passez plus de temps à observer, vous serez meilleur en observation. Si vous passez plus de temps à imaginer, vous serez meilleur en imagination. Si vous passez plus de temps à vous remémorer, vous serez meilleur en mémoire, en dessin de mémoire. Si vous passez plus de temps à faire du dessin d'inspiration, c'est-à-dire à prendre des références photos, mais à faire une création, à créer quelque chose d'unique, vous serez meilleur en dessin d'inspiration. Donc essayez d'équilibrer les trois. Et le dessin d'imagination, ça commence par du dessin de mémoire. Le dessin de mémoire, pour moi, il y en a 2 types. Il y a le type, encore une fois, de perception en 2D et de perception en 3D. Si vous faites travailler votre mémoire qu'en 2D, si par exemple là je me dis, là il y a un triangle, là il y a un carré, il y a un machin, 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 et que j'arrive à segmenter comme ça et à me remémorer comme ça, avec des moyens mnémotechniques en 2 dimensions, là on aura de la mémoire en 2 dimensions. Mais on peut faire ça en 3 dimensions aussi. Par exemple, quand vous regardez un objet simple, vous vous dites, ah bah ça c'est, par exemple un personnage, ça c'est une sphère, ça c'est un cylindre, ça c'est un parallépipède, etc., etc. Donc là, vous allez vous souvenir des choses, mais avec l'axe Z, avec l'axe de profondeur, et vous allez vous souvenir des choses en 3 dimensions, et c'est là que vous allez comprendre quelque chose qui est essentiel pour le dessin d'imagination en vision 3D. Il va vous falloir tout penser en 3D. Je ne dis pas que la perception 2D n'est pas intéressante, si elle l'est, carrément même, mais c'est l'assemblage, c'est les 2 compétences, perception 2D, perception 3D et construction, qui vont s'emboîter l'une dans l'autre, et c'est là que vous allez avoir la puissance de feu pour dessiner d'imagination avec du graphisme, avec un certain esthétisme. Parce que souvent, quand on pense trop en 3D, qu'est-ce qui va se passer? C'est que, oui, tout est en 3D, il y a l'axe Z et tout, on est bien. Par contre, il va manquer un petit graphisme, le petit graphisme stylisé qui va interpeller la plupart de notre public. Il ne faut pas négliger ni l'un ni l'autre, ça va ensemble. Le meilleur moyen de sortir donc de la copie bête et méchante et d'aller beaucoup plus haut, c'est-à-dire au dessin d'imagination, il faut ne pas sauter les étapes déjà, et il faut y aller par échelon. Donc la première étape, ça va être de prendre plus de références. Par exemple, si vous avez un portrait, vous êtes en train de faire un portrait, et vous vous dites, là je vais en faire quelque chose d'autre. Donc il va falloir jouer par exemple avec les valeurs. Vous allez jouer avec les valeurs, alors pas forcément la lumière, mais juste avec les valeurs. C'est-à-dire que vous allez regrouper certaines valeurs, par exemple dans les valeurs sombres, dans les ombres portées, vous allez tout aplatir. Et c'est ce qui arrive souvent. Quand on a envie de simplifier un portrait, on va regrouper toutes les ombres de forme et toutes les ombres portées. Donc ça c'est une solution, mais encore une fois, c'est loin d'être la seule. Vous pouvez aussi styliser les traits, les contours, les rendre un petit peu plus graphiques, et aussi styliser les formes 3D entre elles, c'est-à-dire les souder différemment. Vous allez pouvoir mettre plus de contraste vers les yeux, vous allez pouvoir peut-être amplifier la texture, vous allez pouvoir peut-être amplifier aussi les hautes lumières. Donc ça va vraiment jouer sur l'impact émotionnel que va avoir votre portrait. Si votre portrait a les mêmes valeurs que sur la photo, il n'y aura aucun impact émotionnel, ou alors l'impact émotionnel ça va être l'impact primaire, c'est-à-dire waouh, qu'est-ce que c'est bien fait, et quand on voit la photo on se dit d'accord, donc c'est la même chose. Ok, alors il y en a certains qui vont faire waouh quand même, mais la plupart des gens qui ont compris que c'est exactement les mêmes valeurs que sur la photo, déjà vont se demander mais ça c'est la photo, ou alors quand on commence à se demander mais c'est la photo, c'est jamais très bon, parce que les valeurs sur la photo c'est des valeurs prises par une caméra. Et les valeurs prises par une caméra, c'est pas ce qu'on voit à l'œil nu. Les valeurs prises sur une caméra, vous avez vu, c'est terne, il manque des informations, mais quand quelqu'un vous fait le compliment « ta création, on dirait que c'est plus réaliste que du réalisme », là, vous êtes sur la bonne voie, parce que là, vous êtes allé au-delà, vous avez compris les principes qui font que votre image est réaliste, vous avez compris tous les principes de la lumière, et vous pouvez les amplifier analytiquement, c'est-à-dire un à un. Vous savez que une réflexion anisotropique va réagir comme ça, si on éloigne la lumière par rapport à l'objet. Ça, c'est toutes des petites choses qui vont faire la différence, parce que c'est toutes des petites choses que vous pourrez régler vous-même. Si par exemple sur la photo il manque des petits éléments et que vous avez envie de les réinventer, vous pourrez le faire parce que vous aurez compris tout ça. Ça, c'est des connaissances que vous n'aurez pas si vous copiez tout le temps. C'est vite vu. Déjà parce que vous ne vous êtes jamais remis en question, vous n'avez jamais pris le temps d'ouvrir des bouquins, regarder des vidéos, vous renseigner sur la lumière, sur les couleurs, etc. Une fois que vous commencez à voir tout ça, vous allez pouvoir passer au dessin avec référence. Quand je dis dessin avec référence, c'est des multiples références. Ça peut être des références de style, par exemple un autre artiste,
Ça peut être des références photographiques, donc plein de photos différentes, et vous allez commencer à créer des choses qui vous sont personnelles. Au début, c'est juste des effets de lumière, etc. sur un portrait, ça peut être n'importe quoi. Et ensuite, vous allez pouvoir inventer vos propres personnages, par exemple, vos propres décors, peu importe, vos propres machines, si vous aimez bien les automobiles, vos propres designs. Vous allez essayer de prendre un design déjà existant, et vous allez peut-être essayer de faire des petites vignettes, et de tourner la voiture dans votre tête. Ça peut être un exercice, par exemple. Mais peu importe. Vous allez améliorer à fur et à mesure votre perception en 3 dimensions, votre projection mentale en 3 dimensions, et ça va être génial, parce que là, vous commencez à voir toutes les primitives qui constituent un objet complexe. Et ça, vous êtes sur la bonne voie. Croyez-moi, vous êtes sur la bonne voie du dessin d'imagination quand vous commencez à faire ça. En fait, il faut voir le dessin comme de la sculpture. Au début, tout est flou, c'est-à-dire on arrive, on a la pâte à modeler sur la table, et on va commencer, on a un amas de pâte à modeler, on va commencer à assembler les formes. Les formes au début sont complètement molles, elles ne représentent pas grand-chose en fait. Et au fur et à mesure que vous allez tasser les bords, etc., lui donner un petit peu de forme, par-ci par-là, ça va commencer à ressembler au tout. Et ce que j'aime bien, moi, cette analogie entre le dessin et la sculpture, c'est ça. On va pas tout de suite détailler un visage, par exemple. Si on a sculpté un personnage, on va pas tout de suite détailler un visage. On va commencer à régler les proportions. À régler les proportions sans détailler. C'est super important parce qu'en dessin, c'est exactement pareil. J'ai tellement vu de personnes qui commençaient, et moi-même d'ailleurs, j'ai commencé à jeter des traits comme ça, des traits de contour, sans regarder le tout en fait. À quelque part, ça va annuler vos chances que, déjà d'une, votre dessin est bien construit, n'est pas bancal, et de deux, à la fin de votre dessin, même au bout de 3 heures, c'est sûr que vous allez perdre du temps, hein, mais au bout de 3 heures, vous allez vous retrouver avec un espèce d'amas de détails en fait. Vous allez avoir des détails de partout, alors les détails peuvent être bien faits, mais par contre le dessin en lui-même, le dessin complet dans son entièreté, est pas terrible en fait. Et les gens vont passer à côté, ils vont se dire ah, c'est bizarre, là c'est un peu bizarre le dessin. Ah oui c'est joli mais c'est bizarre. Ah oui là c'est joli, donc si je zoome là-dessus c'est joli, ces détails j'aime bien. Mais par contre le tout, ouais, et les gens vont zapper. Ils vont juste zapper en fait, ils vont même pas se poser la question. Tandis que si vous aviez construit votre dessin avec des formes simples, en faisant attention un peu au graphisme, en faisant attention aux espaces négatifs, aux espaces positifs, vous allez arriver à un résultat bien plus consistant. En gros, si vous ne prenez pas le temps de construire étape par étape votre dessin en 3 dimensions, et faire attention aussi au graphisme et aux formes en 2D, vous allez vous retrouver avec quelque chose qui n'est vraiment pas intéressant, qui est mal proportionné et dont la perspective est complètement bancale. C'est aussi simple que ça. Donc l'étape du dessus, après le dessin d'observation avec plusieurs références et améliorer sa perception 3D, on va passer au dessin d'inspiration, c'est-à-dire qu'on va inventer avec de multiples références, on va inventer son propre dessin et on va l'amener peu à peu à un dessin d'imagination. Au début, ce sera un dessin de mémoire, parce qu'il va falloir faire travailler votre mémoire pour dessiner d'imagination, c'est sûr, et il va falloir assembler ça, cette compétence, avec la compétence visuospatiale en 3D. Ça, c'est vraiment essentiel. Donc, au fur et à mesure, vous allez toujours garder, bien sûr, le dessin d'observation à côté, parce que c'est quelque chose d'essentiel pour le graphisme, pour la vision en 2D, comme vous l'avez compris. Et ensuite, vous allez pouvoir, à partir de formes simples, de primitives simples en 3D, vous allez pouvoir dessiner en perspective, dessiner des choses en volume, et comprendre un petit peu mieux la lumière et tout ça. Donc ça va tout venir ensemble, mais il faut que vous travaillez chaque chose l'une après l'autre. Et il faut aussi que vous travailliez votre mémoire à court terme, c'est-à-dire, quand vous regardez un objet, est-ce que vous parvenez en 30 secondes ou 1 minute à assembler des formes déjà en 2D puis en 3D? Est-ce que vous êtes capable de faire ça? Ou souvent, votre premier réflexe, ça va être de regarder les contours, parce que c'est souvent comme ça que ça va se faire, donc ça, il faut absolument corriger. Ça, c'est notre cerveau d'enfant qui fait ça, qui regarde les contours, qui regarde les choses en 2 dimensions. Il va falloir s'en détacher et arriver en 3 dimensions, rajouter l'axe Z, rajouter la lumière, comprendre comment ça se passe en 3D, être capable de tourner une scène comme si vous étiez le réalisateur, vous avez une caméra, et c'est ce que font les auteurs de BD, hein. En général, c'est des espèces de réalisateurs en herbe, c'est-à-dire qu'ils viennent avec leur petite caméra virtuelle et qui se placent dans une scène qui est définie au préalable. Alors même si vous devez la dessiner, parce que souvent on peut pas réfléchir à tout, on peut pas tout anticiper, c'est impossible, donc on peut se faire des petites maquettes vues de dessus, je sais pas, de notre pièce, où se situe la scène, etc. Et c'est comme ça que les auteurs, la plupart des auteurs de BD font en tout cas c'est comme ça que je fais moi pour mes propres créations. J'essaie de m'imaginer ça dans le décor, carrément, plutôt que de dessiner un personnage et de me dire ah mince, mais dans quel décor il est. En général, quand vous dessinez un personnage sans penser au décor, vous savez pas dans quel environnement il est, donc vous ne savez pas en fait vraiment qui est votre personnage. Si vous ne connaissez
connaissez pas l'environnement de votre personnage, vous ne connaissez pas votre personnage. Et ça va se ressentir dans la lecture, ça va se ressentir dans la vision qu'on a de votre œuvre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère faire d'autres podcasts comme ça, et détailler un petit peu plus les points que j'ai abordés, le dessin d'inspiration, le dessin de mémoire, vous trouvez des exercices pour travailler votre mémoire, mais commencez à le faire par vous-même. Vous avez déjà un article qui porte là-dessus sur la mémoire à court terme. Essayez d'observer en 2 dimensions des formes, peu importe, vous regardez une photo, vous essayez d'assembler ça, et vous faites ça sans tricher. Vous essayez de représenter des formes simples, sans regarder la photo, et vous allez voir que vous allez développer peu à peu votre vision en 2D, et vous pouvez faire ça aussi en 3 dimensions. Donc ça va prendre du temps. Rappelez-vous, quand vous commencez à dessiner d'imagination, et vous pouvez le faire dès aujourd'hui, commencez par des formes simples, et après faites comme la sculpture. Vous pouvez couper au fur et à mesure, vous pouvez assembler des formes, et faire en sorte que ça commence à ressembler à quelque chose en perspective. Voilà, sur ce, je vous dis à plus, et puis prenez soin de vous comme d'habitude, à très bientôt.